C'est bon. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Tony Estanguet, triple champion olympique, et aujourd'hui président du COJO Paris 2024, comité d'organisation des Jeux olympiques. Paris 2024, c'est un vrai plaisir, un vrai honneur de l'avoir à nos côtés. C'est moi qui vais vous poser la première question, hein. Nous sommes évidemment avec 7 lecteurs qui acceptent de participer à cette rencontre de débat. Voilà, donc tout le monde est prêt à répondre à poser ces questions, pardon. Alors, je pose Ils peuvent répondre aux questions aussi s'ils veulent, hein. Ça me va, hein. Non, Si vous non, voulez, on inverse. Moi, je pose les questions et puis. c'est gentil. On connaissait le sportif, le champion. Aujourd'hui, tu es dirigeant d'un grosse entreprise. Que l'homme est différent. Bon, bonjour à tous déjà. Écoutez, c'est un vrai plaisir d'être à Bordeaux aujourd'hui pour ce Face au lecteur. Merci pour votre accueil. Effectivement, voilà, on est dans une phase qui est vraiment importante là, pour Paris 2024. On a officiellement créé le comité d'organisation il y a quelques jours seulement. Donc tout est parti, on est dans les starting blocks, on est en train de constituer l'équipe de Paris 2024, la Dream Team, parce que pour organiser les Jeux olympiques et paralympiques dans ce pays, 100 ans après les derniers Jeux d'été, on veut vraiment voilà, marquer l'histoire quelque part de ce pays, et pour ça il faut constituer une équipe. Donc pour répondre directement à ta première question, moi, je le prends vraiment comme une continuité de ce que j'ai vécu depuis 30 ans maintenant. J'étais sportif dans un club. Je me considère comme vraiment un produit fédéral dans la mesure où j'ai tout reçu de mon club, j'ai tout reçu de ma fédération, j'ai gravi les étapes au niveau local, régional. Mon premier titre de champion d'Aquitaine, je peux dire que j'étais fier, hein. Donc il s'en est passé des choses pour atteindre le haut niveau, être champion olympique. Et quand j'ai arrêté ma carrière en 2012, c'est vrai que j'avais envie de continuer à m'impliquer dans le sport, dans l'olympisme même, et de devenir membre du CIO. Pour moi, ça a été déjà une étape très importante parce que je suis très attaché à ce milieu-là. Les Jeux olympiques ont changé ma vie. Je crois énormément en ce symbole. On en reparlera, j'imagine, tout à l'heure, mais ce qui se passe en Corée montre bien combien le pouvoir des jeux et du sport peut avoir un impact dans la société. Et donc aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'avoir changé, j'ai l'impression d'avoir grandi. C'est un apprentissage permanent. Je crois que c'est la magie du sport, de pouvoir proposer des expériences nouvelles, qu'on soit athlète, qu'on soit entraîneur, qu'on soit dirigeant, qu'on soit bénévole, qu'on soit organisateur d'événements. Il y a de la place quelque part pour vivre des choses très fortes. Alors c'est vrai que là, bon, c'est peut-être la première fois que j'ai une responsabilité aussi importante parce que pendant longtemps, j'ai eu des responsabilités mon niveau de manière un peu individuelle. C'était quand j'étais dans mon canoë, c'est moi qui devais gérer ma barque, comme on dit. Et même s'il y avait déjà une petite équipe autour de moi avec un vrai projet quelque part qui peut ressembler à une entreprise, parce qu'il faut gérer de la communication, il faut gérer une équipe autour de soi pour avoir que le projet réussisse. C'est vrai que là, aujourd'hui, on est passé dans une autre dimension avec un enjeu collectif qui est beaucoup plus important. Euh, mais voilà, je me sens prêt parce que ça fait 3 ans qu'on travaille sur cette candidature, qu'on est monté en puissance. À la fin, on a senti qu'il y avait vraiment un engouement collectif. Les Français se sont quand même bien appropriés ce projet. On sent qu'il y a un appétit, un désir quand même voilà, de réussir ces jeux. Et donc aujourd'hui, de continuer l'aventure en tant que président, c'est formidable pour moi. J'ai beaucoup d'enthousiasme. Je suis très ambitieux pour mon pays. J'ai eu envie de faire gagner la France Ouais. quand j'étais athlète. Là, pendant ces 3 dernières années, on a tout mis en œuvre pour faire gagner ce projet et faire gagner la France. Et aujourd'hui, ça continue. Et moi, Oui, je suis un des éléments dans cette équipe. mais tu as gardé de la gagne, de la réussite. Ouais, c'est ce qui m'anime. C'est ce qui m'anime. On est ambitieux, on vise l'excellence. Les Jeux de la France, les Jeux de Paris 2024 ne peuvent pas être moyens. Il faut qu'ils soient exceptionnels. Et donc pour ça, c'est effectivement l'ambition de gagner, de marquer, d'être irréprochable. Et donc c'est pour ça qu'on s'impose aujourd'hui une méthode au moment de constituer l'équipe. On veut créer des jeux exemplaires. Donc pour ça, c'est s'imposer les plus hauts standards en termes de maîtrise budgétaire, en termes de gestion de l'environnement, en termes de sobriété. Voilà, on veut vraiment que ces jeux soient irréprochables. Mhm. Mais ça, c'est que le début.
Et ensuite, l'objectif, c'est vraiment d'atteindre des objectifs très impactants en termes de célébration. On veut que ces jeux soient extraordinaires et tout a été pensé pour que la célébration, elle soit unique, avec des sites emblématiques, des sites qui font rêver, mais aussi un héritage qu'on veut construire. Et ça, c'est dès aujourd'hui et c'est partout en France. C'est aussi l'une des raisons de ma venue ici en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine, pour rencontrer les autorités et construire dès aujourd'hui l'héritage. Oui, donc tu es là aussi parce que cette semaine olympique et paralympique, tu vas rencontrer des enfants cet après-midi à l'école des Oignons, tu auras un grand débat avec tous les man. Et donc, sur cette voie-là, Adélaïde a une bonne question. Allez-y. Bonjour. Merci, bonjour. Donc la jeunesse est au cœur de Paris 2024. Quels dispositifs sont prévus dans les écoles à destination de la jeunesse pour intéresser nos jeunes aux enjeux économiques et culturels des JO? Oui, merci. Effectivement, en fait, comme vous l'avez compris, l'enjeu de Paris 2024, c'est de réussir à mobiliser tout le pays. Et on se dit aujourd'hui, le meilleur moyen de mobiliser le pays, c'est d'abord de mobiliser sa jeunesse. Donc effectivement, il y a un angle très fort. Quelques jours seulement après la création officielle du comité d'organisation, on a souhaité organiser cette semaine olympique et paralympique à l'école. Donc on a sensibilisé plusieurs milliers d'établissements partout en France, dans toutes les régions. On a à peu près 450 établissements qui vont activer cette semaine olympique et paralympique à l'école. Et l'objectif pour nous, c'est d'aller à la rencontre de ces élèves pour les sensibiliser à l'intérêt du sport. Donc d'abord de réussir à leur faire un petit peu plus de sport. Donc pendant cette semaine dans laquelle on est, les élèves aient au sein de leur établissement un peu plus de sport à pratiquer. Mais aussi une promotion des valeurs autour des Jeux Olympiques et du sport. On sait que les valeurs des Jeux, c'est l'amitié, c'est le respect, c'est l'excellence. Donc d'avoir des débats avec les enfants autour de ces valeurs et comment en fait on se rend compte que le sport aujourd'hui est fédérateur, il permet à une société d'être plus positive, plus optimiste en l'avenir. Ce sont des valeurs qui sont très fortes et très importantes pour nous. On a cette année aussi souhaité avoir un accent plus particulier sur le handisport et donc de voir comment ces enfants, qui des fois ne se soucient pas trop de ces problématiques-là, ont un regard sur les personnes en situation de handicap pour être plus tolérants, pour que, encore une fois, on soit ensemble une société beaucoup plus inclusive. Donc ces choses-là, c'est important que le sport puisse être un véhicule quelque part de débat. Et donc, on a souhaité, pendant cette semaine, toucher ces élèves pour qu'ils deviennent les premiers ambassadeurs, quelque part, de Paris 2024. Donc, à travers un objectif de santé, parce qu'on sait que si nos enfants font un peu plus de sport, ils seront en meilleure santé. Et quelque part, pour leur épanouissement, leur éducation, ce sera beaucoup plus impactant. Moi, je crois énormément à l'éducation par le sport. Je me suis construit grâce au sport. Je sais que le sport, au-delà du haut niveau, m'a appris énormément, parce qu'on apprend sur soi, parce qu'on gagne en confiance, parce qu'on apprend aussi à respecter les autres. Pour progresser en sport, il faut avoir des interactions avec les autres. C'est respecter l'arbitre. Voilà. Donc il y a un certain nombre de valeurs qui sont quand même très positives. Et aujourd'hui, on pense que c'est important de lancer l'aventure Paris 2024 en adressant ces challenges, ces défis à notre jeunesse. Donc c'est pour ça que cette semaine olympique et paralympique à l'école, c'est un axe fort. On l'avait initié en phase de candidature et on a souhaité continuer en phase d'organisation. On est très ambitieux, même si aujourd'hui on a peu de ressources parce qu'on vient d'être créé. On voulait absolument qu'elle ait lieu cette année, mais vous verrez que dès 2019, on va continuer à monter en puissance pour que, espérons qu'en 2024, tous les établissements scolaires aient pendant une semaine dans l'année un temps vraiment dédié à la pratique du sport et aux valeurs du sport. Merci. Laurent, une question sur la temporalité. Oui, justement, ça va dans ce sens-là. Comment on se prépare à une échéance à 6 ans, qui est à la fois toute proche mais très lointaine en même temps? Oui, c'est vrai que c'est pas si simple. 6 ans, ça peut paraître loin et en même temps, on sait tous que ça va passer très vite. Moi, j'essaie, c'est un peu comme ça que j'ai fonctionné jusqu'à présent, souvent de me repérer un peu par rapport à ma propre expérience d'athlète, de sportif de haut niveau. J'avais l'habitude d'avoir des projets quand même relativement à long terme de 4 ans et donc de m'organiser pour être prêt le jour J 4 ans plus tard.
Aujourd'hui, on est sur une échelle à 6 ans, donc c'est un petit peu plus long, mais quand même, ce sont les mêmes modèles. Et on a aussi la chance, malgré tout, de pouvoir nous appuyer énormément sur le Comité international olympique et le Comité paralympique, qui ont l'habitude, cette expérience, d'accompagner des comités d'organisation sur une période de 6 ans. Et on a d'ores et déjà des échéanciers, des étapes qui vont finalement nous accompagner pendant ces 6 ans. Donc on sait plus ou moins que jusqu'aux Jeux de Tokyo, jusqu'à 4 ans avant, on a un certain nombre de choses à délivrer autour du concept technique. On veut vraiment valider l'ensemble des sites sportifs. On a besoin de constituer nos équipes. On a besoin de travailler sur notre identité visuelle et sur notre vision. On veut lancer tous les programmes d'héritage avant 2020. Donc ça, c'est une inversion un peu par rapport à ce qui se faisait dans le passé, où souvent on commençait par organiser les Jeux Olympiques, donc plutôt sur les opérations, c'est-à-dire tout de suite penser au transport, penser à l'hébergement, penser à la nourriture, penser à ces choses-là, et ensuite s'occuper des programmes d'héritage. Là, on inverse, parce qu'on dit, aujourd'hui, Paris 2024, la priorité, c'est quand même d'avoir des jeux utiles, des jeux qui permettent de transformer la société, des jeux qui vont laisser un héritage très fort et un impact très fort dans ce pays. Et donc pour cela, il faut que ça commence aujourd'hui. Donc c'est pour ça que cette semaine olympique, on veut la lancer dès 2018 et on n'attend pas 2022 ou 2023 pour penser à l'héritage post-JO. Non, on commence aujourd'hui et donc on commencera vraiment la phase d'opération et de préparation de l'événement après 2020. Voilà, donc on inverse un petit peu. Mais donc voilà, on est en train de travailler sur la planification. On a déjà commencé à travailler avec le CIO. Et on a déjà des échéances à peu près par semestre. Et tous les 6 mois, on sait qu'on doit passer un cap. Et donc ça, pour moi, c'est une bonne chose. Donc là, j'ai une échéance au mois de juin 2018. J'ai déjà dans ma tête précisément ce que je veux avoir livré d'ici le mois de juin 2018. Et ensuite, on repartira sur une période de 6 mois et ainsi de suite, avec l'idée d'aller jusqu'en 2024. Evan a une question sur ce thème d'ailleurs. Bonjour. Alors justement, vous nous avez parlé d'héritage. Alors justement, après un peu les échecs concernant l'après-olympique dans certaines des précédentes éditions, notamment à Athènes ou plus récemment à Rio, comment justement vous êtes inspiré de ces cas-là pour ne pas reproduire les mêmes erreurs? C'est une très bonne question. En fait, vous savez, quand on est sportif de haut niveau, on a tendance à bien analyser les échecs et les réussites et essayer de retenir des enseignements. C'est d'ailleurs aussi, je pense, l'une des raisons de succès de Paris 2024, c'est que la France a réussi, avant de lancer cette candidature, de débriefer les échecs des dernières candidatures. On avait été candidat par 3 fois sur les Jeux d'été. C'est la 4e candidature de Paris pour organiser ces Jeux. Et on avait fait ce travail d'analyse de ce qui avait péché, notamment le manque d'implication des sportifs, le côté collectif et l'unité d'une candidature pour vraiment aller vers la victoire. Et donc aujourd'hui, on se pose les mêmes questions par rapport à l'héritage de Paris 2024. Et effectivement, on est allé regarder ce que les autres avaient mis en place, notamment Londres, Rio. Mais on regarde déjà avec Tokyo, parce que même si c'est en 2020, ils sont en train, eux, là, d'être dans le dur quelque part, parce qu'ils se rapprochent de l'échéance. Et donc, on discute avec eux sur comment ils ont géré le début de leur aventure. Et donc, voilà, ça revient un peu à la question d'avant, c'est-à-dire l'enseignement principal, c'est qu'il faut commencer plus tôt les logiques d'héritage. Souvent, ça a péché dans le passé parce que les comités d'organisation se sont préoccupés de l'héritage un peu plus tard. Et donc, c'est pour cela qu'avec nos partenaires, les pouvoirs publics, le monde sportif, on essaie d'enclencher ces programmes d'héritage le plus tôt possible, autour du handicap, autour de la santé publique, avec lutter contre la sédentarité et de voir comment il y a un petit peu plus de sport, autour de la jeunesse, autour de la mixité. On veut aussi faire progresser. Aujourd'hui, on sait qu'on a à peu près un tiers des licenciés des féminines. Comment on se rapproche du 50% en 2025, au lendemain des Jeux. Donc ça veut dire qu'il faut lancer des programmes dès maintenant d'incitation à la pratique féminine. Voilà, donc ces questions-là, on se les pose aujourd'hui. On essaie d'y répondre avec nos partenaires, le ministère des Sports, les différents ministères concernés, mais aussi avec le monde sportif. Et ensuite, une fois qu'on aura lancé ces chantiers, on pourra nous rentrer vraiment sur des logiques d'organisation.
Mais je pense qu'il faut vraiment bien avoir en tête qu'il y a un des enjeux prioritaires pour nous, c'est de repenser un modèle d'organisation et de montrer que les Jeux olympiques et paralympiques se remettent en question et qu'aujourd'hui, on ne peut plus uniquement se concentrer sur la réussite des Jeux pendant les compétitions. Il faut aussi penser à l'après, et l'après se pense avant quelque part, pour que vraiment on engage un pays, parce que c'est les Jeux de la France. Et les Français se sentiront embarqués, se sentiront intéressés par le projet en 2024 si on leur a parlé, si on est allé vers eux dès 2018. C'est un peu mon rôle aujourd'hui d'aller rencontrer sur tous les territoires. J'ai eu des débats également avec des députés, avec des sénateurs qui sont en charge d'activer le projet sur leur territoire, voir comment on met en place des politiques publiques autour du sport. Mon ambition, c'est que la France utilise davantage le sport pendant les 6 prochaines années. Voilà. Moi, je crois au sport. Je pense que ça peut faire avancer la France. Je pense qu'on a l'opportunité de montrer une France dynamique, une France optimiste, une France qui réussit grâce à ce projet en 2024. C'est d'ailleurs que le président de la République et le Premier ministre ont envie aussi de montrer. Donc c'est un discours aujourd'hui qui intéresse, à nous de le transformer en actes et qu'il y ait vraiment des programmes concrets sur tous les territoires, en Seine-Saint-Denis, mais partout en France, pour montrer à notre jeunesse que c'est un projet pour eux. Voilà. On veut que la génération 2024 soit une génération qui profite complètement de l'organisation des Jeux en France. William a une question sur la mobilisation. Justement, ça rejoint tout à fait ce que vous dites en ce moment, parce que les Jeux, ils auront lieu à Paris. Ce sera sûrement des beaux Jeux pour les Franciliens, pour les Parisiens. Alors, outre des matchs de foot qui seront délocalisés en province, le surf qui sera probablement sur la côte atlantique, la voile à Marseille, est-ce qu'il y a vraiment des projets concrets pour mobiliser l'ensemble des Français sur tous les territoires ? C'est exactement ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de bâtir avec les régions des programmes d'héritage dès aujourd'hui. La semaine olympique et paralympique, c'est dans toutes les régions de France, dans toutes les écoles de France. Cet après-midi, on va à Léognan, jeudi, je serai à Pau, au hasard, dans une école, dans 2 écoles même. Et donc voilà, c'est un premier exemple de montrer que nous, on veut aller vers les Français et que les Jeux, ce n'est pas uniquement cette quinzaine pendant l'été 2024, mais c'est bien des programmes qui seront déclinés à plusieurs moments dans l'année, chaque année, donc autour de la semaine olympique et paralympique, autour de la journée olympique au mois de juin, le 23 juin, autour de la rentrée scolaire en septembre, où on est aussi en train de réfléchir à un programme qui pourrait donner rendez-vous aux Français. Donc on est comme cela, quelques initiatives, plusieurs fois par an, de 2018 à 2024, pour donner rendez-vous aux Français et que quelque part ce projet olympique se décline partout en France. Ensuite, ça va être aussi aux Français quelque part d'être créatifs, de dire voilà, moi ce projet il me parle et j'ai envie de m'impliquer. Et quand on va parler du relais de la flamme olympique, qui aura lieu quelques mois avant les Jeux, on va passer dans toutes les régions de France. Et les régions et les Français auront la possibilité d'être créatifs et de valoriser leur territoire. Quand on va parler du programme des volontaires, qui aura lieu pendant les 2 ans, on va toucher entre 60 000 et 70 000 personnes qui viendront de toutes les régions de France. Et bien, comment là aussi, on est créatif et comment ces volontaires on vient récompenser des volontaires qui s'impliquent, qui se seront impliqués pendant 6 ans, parce qu'ils auront mis en place sur les territoires des programmes d'activation autour du sport, autour des Jeux olympiques et paralympiques. Voilà, donc l'enjeu pour nous, il est là. Oui, il y aura un aboutissement en 2024 et beaucoup de choses se dérouleront en Île-de-France, mais quelque part, on va avoir un programme de labellisation de sites et de bases avancées. De quoi est-ce qu'on parle ? On parle de 500 endroits en France, à peu près, c'est ce qui avait été fait pour Londres, de 500 sites qui seront labellisés dans toutes les régions pour accueillir des sportifs de haut niveau qui, au lendemain des Jeux de Tokyo, en 2020, vont se dire, voilà, alors dans 4 ans, on a les Jeux Olympiques à Paris. Pour cela, il faut qu'on commence, parce qu'on parle de Chinois, on parle de gens qui sont d'autres cultures et d'autres hémisphères, qui vont se dire, on va devoir se préparer aux Jeux de la France. Et pour cela, on va aller entre 3, 4, 5 fois en France
pour commencer à s'habituer au climat, pour commencer à s'habituer à la culture française, pour que nos athlètes se sentent fin prêts en 2024. Et donc là aussi, il faudra que les régions, quelque part, trouvent les bons endroits où les athlètes auront du plaisir à venir se préparer parce qu'ils n'auront pas la pression parisienne, quelque part, de se préparer sur place. Et donc, des infrastructures adaptées, des endroits d'hébergement adaptés, mais aussi voilà, un contact avec une culture française originale et propice à une bonne préparation des Jeux. Donc voilà, on a nous un certain nombre d'idées aujourd'hui. On va labelliser des sites en région, on va proposer des zones de célébration en amont des Jeux. On aura ce parcours de la flamme, on aura ce parcours, ce programme de volontaires, on aura la journée olympique, la semaine olympique. Donc voilà, il y a plein d'idées aujourd'hui pour activer les régions, pour que concrètement il y ait des choses qui se fassent en région. Et là aussi, on est à l'écoute d'idées. Il y a des idées aujourd'hui d'organiser des mini-Jeux olympiques en région pour qu'il y ait des rencontres entre établissements scolaires, entre clubs, pour que les gens, quelque part, vivent leurs Jeux à leur niveau avant d'arriver aux vrais Jeux olympiques, d'avoir des épreuves grand public, ce ne soit pas que des épreuves pour les sportifs de haut niveau. Donc des idées aujourd'hui, il y en a quelques-unes qu'on est en train d'expertiser. Et encore une fois, d'ici 1 an, mon objectif, c'est qu'à la fin de l'année 2018, on soit en mesure, quelque part, de décliner région par région des programmes beaucoup plus concrets. Mais il se passera des choses en région. Une universalité du sport, Sylvine a une question précise. Eh bien, bonjour. Vous avez déclaré pour Paris 2024, nous avons une vision, celle de célébrer des Jeux uniques, mais aussi des Jeux pour tous. Quelles sont, selon vous, les qualités nécessaires pour qu'un sport comme la course d'orientation devienne olympique et fasse écho à cette vision, sachant que la France est la 3e nation mondiale avec un champion du monde 14 fois titré? Alors, il y a plusieurs éléments dans votre question. Le sport pour tous, pour moi, il est clé. Et il se situe dans toutes les disciplines, dans tous les sports. Je pense que l'un des défis aujourd'hui que rencontre le sport de haut niveau, dans tous les sports, c'est cette séparation entre le sport de très haut niveau et le sport de masse. Et comment, quelque part, le sport de haut niveau reste inspirant pour notre jeunesse. On sait aujourd'hui à peu près qu'il y a un Français sur 4 qui se met à la pratique du sport parce qu'il a vu un événement, parce qu'il a assisté à un événement ou parce qu'il est inspiré par des champions. Ça a été mon cas, hein. J'ai regardé les Jeux Olympiques à la télé, ça m'a fait rêver, ça m'a donné envie de faire du sport de compétition et je me suis embarqué là-dedans. Voilà, on sait que c'est à peu près 1 sur 4 aujourd'hui qui se met au sport grâce à cela. Donc c'est comment nous, à notre niveau, même si l'une des responsabilités principales, c'est de réussir les Jeux Olympiques et Paralympiques et que ce côté haut niveau élite soit la plus inspirante possible, comment malgré tout, à travers des programmes d'héritage partout en région, on a des programmes autour du sport de masse. La semaine olympique, comment les enfants, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur motivation, se mettent à faire un petit peu plus de sport. Mais ça va être le cas en entreprise, ça va être le cas dans les quartiers, dans les associations sportives, comment le sport de masse, le sport loisir, se développe en parallèle du sport de très haut niveau. Voilà. Pour moi, les deux doivent avancer à la même vitesse et sont complémentaires. La deuxième partie de votre question, c'est plus spécifiquement sur la course d'orientation ou sur les disciplines en général pour devenir une discipline olympique. Il y a plusieurs éléments par rapport à ça. Aujourd'hui, le programme officiel des Jeux olympiques, il est sous la tutelle du comité olympique international. C'est le CIO qui valide quel sport mérite d'être au programme olympique. On sait d'ores et déjà qu'il y aura 28 sports minimum au programme des Jeux de Paris 2024. Ces 28 sports, ils sont connus. C'était ceux qui étaient aux Jeux de Rio 2016. Et on sait aussi que le CIO ouvre la porte aujourd'hui à la possibilité d'avoir quelques sports additionnels. Voilà. Parmi ces sports, la liste est longue. Il y a beaucoup de sports qui prétendent. On aura, nous, la possibilité, avec le CIO, c'est le CIO qui décidera à la fin, mais de discuter pour la possibilité d'ajouter entre 2 et 3 sports. C'est pas beaucoup. Il y a beaucoup de sports qui postulent. Et effectivement, dans les critères d'évaluation, il y a le côté universel. Parce que même si les Jeux ont lieu en France, il faut que ce soit un sport qui résonne sur les 5 continents, exactement, et qui soit pratiqué dans les 5 continents.
Il faut que ce sport ait des pratiques qui respectent la lutte antidopage, avec des sportifs qui sont contrôlés dans leurs épreuves internationales. Voilà. Il y a un certain nombre de critères qui vont être édictés par le CIO. On va évaluer, nous, l'ensemble des fédérations, dont la fédération de course d'orientation, qui vont donc passer sur ces registres-là. Il y a les aspects aussi de communication, comment cette discipline elle arrive à communiquer auprès d'un public large, sur les réseaux sociaux, en télévision. Voilà. Donc il y a tous ces critères-là qui vont nous aider quelque part à faire une proposition qui sera étudiée par le CIO. Et donc fin 2020, en décembre 2020, le CIO annoncera les épreuves qui seront au programme officiel des Jeux de Paris 2024. Pardon, Evan a une question sur l'héritage un peu en Seine-Saint-Denis. On sait qu'une grande partie des épreuves pendant Paris 2024 sera située au département de la Seine-Saint-Denis, le stade olympique, la nouvelle piscine, le village olympique. Justement, comment vous comptez aider les habitants de ce quartier-là pendant et après la quinzaine des Jeux olympiques? Alors effectivement, je pense que c'était vraiment important pour nous au moment de lancer cette candidature d'avoir quand même un axe un peu plus prononcé sur ce territoire de la Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus jeune de France, le plus cosmopolite, en difficulté aussi. Comment on accompagne ce territoire qui est aux portes de Paris et quelque part qui va accueillir déjà beaucoup d'épreuves. Pourquoi ? Parce qu'il y a le stade de France, le stade olympique. On va implanter également le village olympique, donc le cœur des Jeux, là où les athlètes résideront. On a une seule infrastructure sportive qui sera construite pour les Jeux, la piscine, le centre aquatique, qu'on a décidé d'implanter en Seine-Saint-Denis. Pourquoi ? Parce que ça laisse un héritage très concret. On sait qu'en Seine-Saint-Denis, un enfant sur deux qui rentre en 6e ne sait pas nager. On sait qu'il y a un déficit criant en termes de piscine par rapport à tous les autres territoires. Il y a un besoin réel d'avoir une piscine sur ce territoire. Et donc, grâce aux Jeux, il y aura cet héritage-là, physique, pour aider, au lendemain des Jeux Olympiques, cette jeunesse d'apprendre à nager et de confronter. Mais ça ne suffit pas. Et encore une fois, au-delà des infrastructures, de l'infrastructure qui sera construite pour les Jeux, du village olympique, qui sera, lui, transformé en logements sociaux et en logements pour ce territoire, là aussi avec un besoin énorme de logements sur ce territoire. Donc il y aura un héritage matériel majeur pour la Seine-Saint-Denis, mais on veut aller au-delà, effectivement, et réussir à avoir des programmes d'héritage immatériel, d'engagement de la population autour de la semaine olympique, mais aussi autour de l'emploi. On va essayer d'avoir un raisonnement important autour de l'emploi en Seine-Saint-Denis et de voir comment ce territoire, quelque part, bénéficie des emplois qui seront créés grâce aux Jeux en région parisienne. On veut s'assurer que les petites entreprises de ce territoire puissent avoir accès, quelque part, à ces emplois en essayant de déstructurer les appels d'offres et que ce ne soit pas des appels d'offres uniquement pour des grandes entreprises, et de séparer les marchés en petits marchés pour que des petites entreprises puissent aussi postuler et bénéficier de ces emplois qui seront créés en Seine-Saint-Denis. Donc voilà, c'est un enjeu pour nous important de montrer là aussi que les Jeux Olympiques et Paralympiques auront un héritage positif sur un territoire qui en a besoin. Je crois que c'est aussi pour la crédibilité de ce mouvement olympique et paralympique de montrer que oui, il y a un impact très fort pendant les Jeux, mais au-delà, c'est un impact territorial majeur. Et on a choisi effectivement ce département qui en a vraiment besoin. Et aujourd'hui, cette jeunesse, parce que c'est vraiment un territoire qui est jeune, a envie de s'impliquer dans ce projet. Alors justement, vous disiez que la piscine était la seule infrastructure qui serait construite pour les Jeux. Ça pose la question des coûts qui a été importante pendant la candidature. Les Jeux de Paris seront a priori les moins chers depuis Sydney 2000, avec un budget de 6,8 milliards d'euros. Est-ce que c'est un enjeu crucial ? Est-ce que ça veut dire que l'olympisme doit changer de train de vie maintenant ? Oui, c'est un enjeu.
Clairement, je crois qu'aujourd'hui, on a bien vu, c'est un projet, enfin un sujet qui est très sensible, qui préoccupe les Français, et c'est bien normal. Et on sent notre responsabilité de tenir ce budget. Encore une fois, hein, tout a été pensé avec cet objectif-là. Alors, il y a une défiance permanente, hein, les gens ne nous croient pas. Ils ne nous croyaient pas non plus capables de tenir le budget de candidature, où on avait 30 millions d'euros d'argent public. Au final, on va restituer 5 millions d'euros. Donc, on a réussi non seulement à gagner, mais à bien gérer cet argent et à restituer une partie de cet argent public aux acteurs publics, parce qu'il y a vraiment ce souci, cette préoccupation qui anime cette équipe qui va organiser les Jeux, d'être irréprochable sur ce sujet. Pourquoi on est confiant aujourd'hui? Parce que tout a été pensé pour tenir le budget, en priorisant les infrastructures existantes. On ne s'embarque pas dans la construction d'infrastructures. On ne va pas, contrairement aux dernières éditions des Jeux, où en moyenne, les villes investissaient dans une dizaine d'infrastructures, dans la construction d'une dizaine d'infrastructures, même aux Jeux de Londres, c'était le cas. Aujourd'hui, on parle d'une infrastructure sportive pour les Jeux de Paris. Le reste est existant ou temporaire. Et encore une fois, dans les infrastructures temporaires qui seront utilisées pour les Jeux de Paris 2024, c'est de l'argent privé. Juste un petit rappel, si vous me permettez de faire une parenthèse sur le financement de ces Jeux. Quand on parle du budget des Jeux Olympiques et Paralympiques, on parle de deux entités. Il y a d'un côté le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, dont je suis le président, avec un budget de 3,8 milliards d'euros, avec exclusivement de l'argent privé. Et ce budget-là, il sert à organiser les Jeux, c'est-à-dire toute la partie opération, mais aussi toutes les infrastructures temporaires. Et ensuite, on a un deuxième budget avec une deuxième entité que l'on appelle la Solideo, la Société de livraison des équipements olympiques, qui est en charge de construire les infrastructures dont on a besoin pour le territoire au lendemain des Jeux Olympiques. Et donc là-dedans, c'est principalement le village olympique, la piscine et un aménagement du territoire en Seine-Saint-Denis. On va enfouir des lignes à haute tension, on va construire 2 passerelles au-dessus de l'autoroute pour que ce territoire de la Seine-Saint-Denis soit un peu moins désenclavé et quelque part qui est un héritage très positif. Et donc effectivement, sur ce deuxième budget, il y a de l'argent public, mais avec des infrastructures très limitées dont on pense qu'on peut tenir les budgets. Donc aujourd'hui, il y a une sérénité, une confiance, malgré tout avec une vigilance, hein, que s'il y a eu des dérapages, il faut qu'on fasse attention à ce que nous aussi, on ne soit pas rattrapés par ces dérapages. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut être confiant, il faut être serein, il faut avancer, il faut être ambitieux aussi, et c'est l'objectif de ces Jeux, d'embarquer ce territoire et de montrer qu'on peut laisser un héritage très positif en gardant des coûts, la gestion des coûts. William, une question sur vos rapports avec les politiques, je crois. Oui, j'avais une question, parce que évidemment le politique est particulièrement présent dans l'organisation des Jeux Olympiques. Donc comment vous gérez ce rapport aux politiques? Alors dernièrement, on a vu des petites polémiques nettes, notamment avec le réseau du Grand Paris Express, avec des retards possibles. Voilà, donc comment vous gérez ce rapport aux politiques? Effectivement, les relations avec les politiques occupent une partie importante de mon temps. Je pense que c'est mon rôle aujourd'hui, effectivement, de travailler avec ces acteurs-là. Je pense que là aussi, il faut juste se replacer un peu sur ce qui a été fait depuis 3 ans. Je pense que si on a gagné, c'est aussi grâce aux politiques. Il faut leur reconnaître. Oui, les sportifs ont joué un rôle prépondérant et plus important en tous les cas par rapport aux dernières candidatures, mais c'est aussi parce que les politiques ont accepté que ce soit le cas et parce qu'ils ont continué à jouer leur rôle. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de ce rôle-là. Moi, je suis quand même plutôt impressionné aujourd'hui par leur capacité à s'intéresser au projet, à rester à leur place. On a besoin aujourd'hui de travailler tous ensemble. On veut faire gagner la France, on veut réussir ces Jeux, on veut montrer le meilleur visage de la France et on a besoin des politiques. On a besoin des politiques, y compris en région, pour vraiment décliner ce projet. Ce matin, j'ai rencontré le président de la région Nouvelle-Aquitaine et aujourd'hui, on a envie de travailler ensemble parce qu'aujourd'hui, on a besoin de mettre en œuvre des politiques publiques autour du sport.
le sport, de temps en temps, a été un peu oublié sur certains territoires, à certains niveaux, même y compris au sein de l'éducation. Aujourd'hui, les acteurs politiques peuvent nous aider quelque part à mettre l'accent un peu plus pendant 6 ans autour du sport. Et c'est mon rôle aujourd'hui de gérer ces acteurs politiques, quels qu'ils soient, à tous les niveaux, quels que soient les partis, quels que soient les niveaux. Ça peut être du maire d'une commune au président de la République. C'est ça qui est passionnant aujourd'hui dans mon activité, c'est de réussir à essayer de fédérer ces acteurs publics dont on a vraiment besoin. Et je crois que ces jeux seront une réussite si on arrive à ce que les gens se parlent entre des associations sportives, entre des ONG, entre des entreprises et les acteurs publics qui, quelque part, vont travailler ensemble pendant 6 ans pour organiser des jeux inoubliables, pour organiser des jeux exceptionnels. La France a tout pour réussir des jeux extraordinaires. Et ça passera aussi par l'engagement des acteurs publics et des politiques. Donc voilà, à mon niveau, mon rôle, c'est d'essayer de trouver les équilibres pour que les acteurs se sentent impliqués sans prendre le dessus sur d'autres acteurs. Voilà, mon rôle, c'est de gérer ces équilibres-là parce que j'ai vraiment l'impression que le dirigeant d'un club aujourd'hui et d'une toute petite structure bénévole est aussi important dans la réussite globale que le président de la République qui de temps en temps va apporter des arbitrages forts sur effectivement un réseau de transport ou sur une politique nationale. Et donc c'est cet équilibre-là qui est subtil, qui n'est pas simple, mais qui est passionnant parce que c'est le sujet. Il faudra que ce soit la réussite de tous. Le transport, un sujet qu'aborde Adélaïde. Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler sur des solutions alternatives au super métro? Oui, alors effectivement, le réseau de transport de la région parisienne, il est là aussi déterminant dans la réussite des Jeux parce que les Jeux, c'est plus de 13 millions de spectateurs qui vont venir dans les sites de compétition, dans les stades, mais c'est aussi d'autres millions de personnes qui n'auront pas accès, parce qu'on n'arrivera pas à mettre toute la France dans les stades, mais on voudra aussi avoir des zones de célébration dans les villes, un peu partout en France, pour que les gens qui n'ont pas la possibilité d'aller voir des épreuves dans les stades puissent quand même profiter de cette magie olympique et partager des moments forts en termes d'émotion autour des équipes de France et qu'on puisse vraiment célébrer les acteurs français. Et donc voilà, ces flux nécessitent effectivement d'avoir un réseau de transport très, très fort, très performant. C'est le cas aujourd'hui. On a déjà un réseau de transport en Île-de-France qui est quand même identifié comme l'un des meilleurs au monde. Et c'est aussi pour cette raison qu'on a été choisi. Il ne faut pas se le cacher. On a, nous, misé beaucoup notre dossier de candidature sur le réseau actuel. Et la commission d'évaluation du CIO qui est venue à Paris au mois de mai dernier a pu attester quand même de ces réseaux qui est assez impressionnant et qui mérite à être amélioré. Donc nous, effectivement, on a pensé l'implantation des sites de compétition en fonction des nouvelles lignes de métro qui doivent arriver. Et donc, on est aujourd'hui en attente, effectivement, des derniers arbitrages, de savoir quelles seront les lignes qui seront livrées en temps et en heure en 2024 pour éventuellement adapter, évoluer nos sites de compétition si on pense qu'on est un peu en danger sur le fait de pouvoir transporter ces millions de personnes pendant les Jeux et de penser à des réseaux aussi alternatifs avec des bus propres. Donc on a déjà rencontré quelques acteurs pour essayer de sonder quelles sont les marges de manœuvre autour de bus propres pour essayer de... Ça sera un handicap majeur de ne pas avoir de GPE, de Grand Paris Express. Je pense qu'aujourd'hui on est capable d'organiser les Jeux quelle que soit la situation, même dans la situation actuelle. Après, c'est sûr que l'expérience ne sera pas la même. Et pour avoir vécu des Jeux, et c'est le cas aussi pour toi, on sait combien l'expérience olympique, elle peut être plus ou moins favorable en fonction des galères que vivent les spectateurs, les athlètes dans les transports. Donc l'objectif, c'est que ce soit le plus fluide possible et le plus agréable possible. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on est en attente de quelques lignes qui, on espère, seront livrées d'ici 2024, notamment pour la Seine-Saint-Denis, qui aujourd'hui, on a besoin de lignes de métro qui vont mieux alimenter la Seine-Saint-Denis.
On parle de la ligne 17, on parle de quelques lignes qui vont nous aider quand même à transporter les spectateurs sur ce territoire. Evan, une dernière question sur l'héritage en Seine-Saint-Denis. Oui, du coup, je vais revenir sur la Seine-Saint-Denis et faire un parallèle avec les Jeux Olympiques de Londres, notamment sur le quartier de Stratford, avec qui on peut faire un parallèle facile. Justement, ça a été une réussite, mais aussi on a assisté à un phénomène de gentrification du quartier de Sainte-Foy, avec qui a eu pour conséquence une hausse importante des loyers et un décalement de la population. Justement, comment vous comptez lutter contre ça dans le département de la Seine-Saint-Denis, qui, comme vous l'avez dit, est un département difficile? Alors là aussi, je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Je pense que déjà, l'objectif, c'est de réussir à valoriser ce territoire. Et forcément, si ce territoire évolue positivement, il faut s'attendre à ce qu'il prenne de la valeur. Et quelque part, je pense que c'est ce que veulent aussi les habitants de la Seine-Saint-Denis. Hein. C'est de valoriser leur territoire et de gagner en image. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire, d'accompagner ce territoire pour que il soit beaucoup plus positif et qu'il ait une image beaucoup plus forte que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Nous, à notre niveau, on souhaite qu'une partie des logements qui seront construits pour les Jeux restent accessibles en logements sociaux et que ce ne soit pas que des appartements de luxe ou de grand standing qui seront effectivement inaccessibles pour les habitants de Seine-Saint-Denis au lendemain des Jeux. Donc il y a cet équilibre-là à trouver à notre niveau, et ce sera le cas dans la programmation des habitations qui seront construites pour les Jeux, de faire en sorte que la transformation de ces habitations, de ces logements, soit aussi sous forme de logements sociaux, pour que les habitants de Seine-Saint-Denis puissent vraiment en bénéficier et profiter de ce quartier. On va vraiment réaménager toute une zone qui aujourd'hui est un peu oubliée, un peu désaffectée, et donner cet écoquartier un peu futuriste, hein, parce qu'on va avoir des appels à projets avec des grands architectes qui vont repenser un peu le quartier de demain, avec malgré tout des logements qui resteront accessibles, puisqu'ils seront dans une catégorie de logement social, et donc encadrés par la loi et par les politiques publiques. Donc voilà, à notre niveau, on va faire en sorte qu'on donne quand même un très beau visage de tout ce qui sera mis en place grâce au jeu, et que malgré tout, ça reste accessible pour une partie de la population. Et encore une fois, au-delà de l'héritage matériel, je crois qu'il faut aussi qu'on montre le dynamisme de ce territoire, d'avoir des startups qui s'implantent aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, qui vont travailler sur les jeux, qui vont créer de l'emploi grâce aux jeux. Ça, ce sera des histoires très positives à raconter au lendemain des jeux et qui permettront d'alimenter une dynamique positive sur ce territoire. Et le plus on aura de création d'emplois en Seine-Saint-Denis, le plus favorable sera ce territoire au lendemain des Jeux. Lola n'est pas encore intervenue, elle va nous parler enfin de la Nouvelle-Aquitaine. Oui, en fait, je voulais savoir concrètement qu'est-ce que les Jeux Olympiques pourraient apporter en Nouvelle-Aquitaine. Vous avez déjà parlé de cet héritage et de cette mobilisation de toute la population. Mais qu'est-ce qui vous tient particulièrement à cœur dans le fait qu'il y ait des épreuves qui se déroulent ici, puisque vous êtes néo-aquitain d'origine, béarnais, voilà, comme on le sait. Oui, bon, vous le savez, c'est une région qui me tient particulièrement à cœur. Et moi, ce auquel je crois, c'est le développement de la pratique sportive. C'est quand même pour moi, l'un des héritages majeurs que je vise avec Paris 2024, faire en sorte qu'on ait un peu plus de Français qui fassent du sport après 2024 qu'aujourd'hui. Et je pense qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a un territoire exceptionnel. Voilà, moi, c'est un territoire que je connais quand même un petit peu. Et je pense qu'on a tout pour pratiquer le sport dans ce territoire et pour accompagner les structures qui proposent cette pratique du sport, que ce soit sur le littoral, en montagne ou partout sur le territoire. Je pense que c'est l'objectif de réussir à motiver les structures du mouvement sportif, les collectivités territoriales, les communes, les départements, la région, d'investir un petit peu plus dans la pratique du sport. Pour la génération 2024, on sait que nos jeunes, moi j'ai 3 enfants, ils sont intéressés par leur... alors bon, ils n'ont pas encore de téléphone, mais ils piquent les iPads et compagnie pour jouer, comment on arrive quelque part à lutter contre ça et faire en sorte que notre jeunesse, elle fasse un petit peu plus de sport, elle s'intéresse au sport, elle soit quelque part impactée par les valeurs qu'il y a autour du sport, par ce projet
faut que cette génération, encore une fois, elle se souvienne toujours de ces jeux. Et on sait combien ça peut être impactant pour leur vie future, pour leurs emplois, pour quelque part leurs enfants au lendemain des Jeux. Donc c'est pour moi un héritage majeur. J'aimerais que la Nouvelle-Aquitaine soit une région pilote quelque part pour qu'elle embrasse complètement cette ambition. Voilà, cette ambition d'organiser des Jeux exceptionnels pour la France, que les Français soient fiers de ces Jeux, parce qu'on aura réussi à développer un héritage autour du sport, à travers une éducation par le sport. On parle beaucoup de la jeunesse, je pense aussi aux personnes un peu plus âgées, aux seniors que je respecte énormément, parce que si moi aujourd'hui j'ai pu me construire en tant que sportif de haut niveau, c'est parce que j'ai eu dans mon club des retraités qui ont accepté de s'impliquer au lendemain de leur carrière professionnelle, de donner, de partager. Et donc c'est aussi le sport, le moyen de réunir quelque part ces générations qui vont partager ensemble ce projet. On aura besoin de ces personnes aussi seniors qui vont donner du temps pour accompagner cette jeunesse, pour les encadrer, pour partager leur expérience. Et ça, je pense que c'est aussi un phénomène important en région, du vivre ensemble, de voir comment un projet comme les Jeux, qui est quand même un projet positif, optimiste, d'avenir, a bien réussi à fédérer voilà, les différentes tranches d'âge, ces communautés qui vont se retrouver autour d'un projet commun pour ensemble voilà, se dire on est fiers, on a contribué à ce succès et on laisse quelque chose de fort dans notre région, dans notre territoire. Il y a des clubs qui auront grandi parce qu'il y aura un petit peu plus de licenciés en Nouvelle-Aquitaine. Il y aura des gens qui auront fait un peu plus de sport. On aura valorisé nos sites parce qu'il y aura des sites labellisés avec des infrastructures. On a voilà, des infrastructures sportives qui sont fortes dans ce territoire. Eh bien, comment on leur donne un petit coup de projecteur, comment on monte des petits événements pour mieux valoriser ce qui se passe en Nouvelle-Aquitaine et comment on le fait savoir. Voilà. Paolo, sur le même thème de la Nouvelle-Aquitaine. Moi, j'ai une question sur le processus de décision. Comment on choisit une région et pas une autre? Donc, pourquoi on choisirait la Nouvelle-Aquitaine? Notamment parler du site du Matmut pour le foot ou des sites du surf. Donc, sur quels critères on se base pour choisir tel ou tel site? Et pourquoi choisir la Nouvelle-Aquitaine? Et si, dans le cas où elles seront choisies, quelles retombées économiques, sportives et peut-être en termes de formation on pourrait profiter ici en Nouvelle-Aquitaine? Alors aussi, il y a plusieurs éléments dans la question. Alors pourquoi la Nouvelle-Aquitaine? Encore une fois, hein, moi, mon enjeu, c'est que ça se décline partout en France. Moi, je crois énormément au potentiel de la Nouvelle-Aquitaine parce que c'est une région que je connais bien et je pense qu'il y a tout pour réussir à renforcer la place du sport dans cette région. Parce qu'on a des infrastructures, parce qu'il y a une volonté politique, parce qu'il y a une volonté encore une fois des associations sportives, des clubs qui sont performants. Pourquoi on choisit cette région pour accueillir notamment les épreuves de football? Parce qu'il y a une culture, parce qu'il y a une envie, parce qu'il y a une infrastructure, un stade qui est neuf, qui est fait pour cela, qui est tout à fait adapté à l'accueil des épreuves de football. Et donc pour nous, ça nous paraissait normal de venir valoriser ce territoire, et encore une fois, un territoire où il y a du potentiel. Et où on pense que parce qu'il y aura une épreuve, ça va engendrer une dynamique positive autour de la préparation des Jeux et de motiver la jeunesse à prendre part quelque part au succès des Jeux. Concernant le surf ou d'autres épreuves, voilà, là aussi il y a un processus. Forcément, le surf a quand même sur ce territoire plusieurs sites. On a eu un championnat du monde l'an passé à Biarritz. Donc on sait que ce territoire pourrait accueillir les épreuves de surf. Donc il y a des discussions qui vont s'enclencher avec la Fédération internationale de surf, avec la Fédération française de surf, avec le CIO, pour savoir si oui ou non ce sport est retenu, et s'il est retenu, où on le fait. Et même en Nouvelle-Aquitaine, il y a plusieurs sites aujourd'hui qui prétendent à l'organisation de ce site-là. Royan, Lacanau, Seignos et Biarritz. Sans parler de sites avec des vagues artificielles qui sont poussées par la Fédération française. Donc voilà. Donc il y a plusieurs options. Nous, on va regarder tout ça de près. L'enjeu, c'est encore une fois de ne pas nous arrêter au site de compétition. Parce que moi, je trouve qu'on passerait à côté du potentiel des Jeux. Les Jeux, c'est pas que les compétitions dans les stades. Les Jeux, c'est encore une fois la dynamique qu'on va réussir à impulser autour du sport, autour de l'éducation par le sport, autour du vivre ensemble grâce au sport.
C'est ça le défi. Parce que le reste, ça a déjà été fait. Et les Jeux de la France doivent être inédits sur ce plan-là en termes d'héritage. Ce n'est pas que en termes de compétition sportive. J'ai aucun doute sur le fait que j'ai aucun doute. Ça va être dur hein, de réussir des Jeux exceptionnels en termes de compétition, mais on aura des sites emblématiques à choisir. Les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, le Château de Versailles. Enfin, on a des sites qui font rêver et qui feront rêver le monde. Je ne suis pas inquiet, tellement inquiet là, sur le sujet. Là où je pense qu'on a un vrai défi, c'est de montrer au monde entier que la France a misé sur le sport pour donner le meilleur visage de ce pays grâce aux Jeux. Et là-dessus, voilà, moi j'ai besoin aujourd'hui d'enclencher avec les territoires un nouveau mode de pensée pour vraiment utiliser le sport comme un vecteur de développement, y compris de développement économique, c'est ce que vous mentionnez. C'est aujourd'hui, il y a des études par le Centre d'économie du sport de Limoges qui montrent que le projet tel qu'il a été validé en phase de candidature générerait à peu près 11 milliards de retombées, 11 milliards d'euros de retombées économiques en région Île-de-France uniquement. Donc ça veut dire que à l'échelle du pays, si on arrive à enclencher ces logiques d'héritage et des programmes autour de la pratique du sport, on peut voir grand. Et le sport, pour moi, est créateur d'emplois. Pourquoi ? Parce que c'est un secteur qui est positif, qui est en croissance. Il y a de plus en plus quand même de Français qui pratiquent le sport. On sait qu'il y a un potentiel important. Donc voilà, c'est un secteur qui, économiquement, a beaucoup de potentiel. Et je pense qu'il faut miser sur ce sport, au moins pendant ces 6 prochaines années, parce qu'on le voit bien, en termes de communication, c'est un vecteur d'optimisme. Les Français continuent à aller dans les stades, continuent à croire au sport. Donc, soyons audacieux, soyons optimistes, soyons ambitieux pour vraiment réussir ce projet partout en France. Et moi, je pense que les retombées économiques seront au rendez-vous. Approche de la fin, dernière question des lecteurs pour William. Sur le sportif. Oui, j'avais une question, puisque à chaque Jeux Olympiques, le pays organisateur est relativement surreprésenté au niveau des médailles obtenues. On l'a vu par exemple avec le Royaume-Uni qui a fait une belle moisson en 2012. Donc, par rapport à ça, comment la France, le CNOSF, les fédérations vont essayer de se mobiliser donc, en termes de formation des athlètes et au niveau de la performance? Alors, le succès des Jeux, ça passe aussi effectivement par une équipe de France qui est au rendez-vous. C'est un vrai défi. Là aussi, on disait tout à l'heure que ça aura un impact parce que la jeunesse, quelque part, elle sera inspirée parce qu'elle verra des champions de nos territoires. Voilà, il faut espérer qu'il y ait des sportifs aquitains, qu'il y ait des sportifs de toutes les régions qui gagnent des médailles aux Jeux parce que ce seront les meilleurs ambassadeurs quelque part de l'héritage de ces Jeux. Ils inspireront une jeunesse à pratiquer le sport. Donc comment on fait pour avoir des médailles à Paris en 2024 ? C'est moins mon rôle. Moi, mon rôle, c'est encore une fois d'organiser les Jeux et de faire en sorte qu'il y ait un héritage positif sur le territoire. L'ambition d'avoir des médailles, c'est davantage le rôle de la ministre des Sports, Laura Flessel, aujourd'hui, du président du comité olympique et de la présidente du comité paralympique, de mettre ensemble la meilleure stratégie de préparation des athlètes en équipe de France. Donc c'est un mélange de détection, des nouvelles pépites qui aujourd'hui ont à peu près 15 ans, entre 15 et 18 ans, et qui en 2024 auront le potentiel pour aller gagner des médailles. Mais c'est aussi principalement mieux accompagner ceux qui sont déjà dans les filières, qui sont déjà identifiés, déjà lancés dans un parcours de compétition à haut niveau. Comment on les accompagne vers une réussite. Ce qui est fort, c'est que là aussi, il y a une ambition collective et politique de travailler ensemble. Je pense que dans le passé, on a peut-être péché un peu à avoir des stratégies un peu séparées entre d'un côté l'État qui avait sa structure, les fédérations qui travaillaient de leur côté. Et aujourd'hui, il y a la volonté de créer une structure commune où les acteurs vont prendre des décisions fortes, courageuses, parce que malheureusement, c'est aussi une prise de risque de cibler plutôt tel athlète qu'un autre pour réussir à concentrer les moyens
parce que c'est d'abord une histoire de moyens, et donc il faut faire des choix. C'est jamais simple de faire des choix. Politiquement, il faut du courage pour cela. Donc voilà, aujourd'hui, moi, j'ai envie d'y croire, parce que ce que je sens, ce que je perçois, c'est qu'il y a une envie collective de créer une entité commune pour identifier la stratégie et de mettre tous les moyens au service de la réussite des athlètes français. J'ai ouvert le... Désolé, c'est presque fini. Ouais. La question financière qui revient souvent quand on parle des Jeux Olympiques, c'est la question du dopage. Oui, voilà. On sait que les Jeux ont été entachés par le dopage récemment, notamment en Russie. Comment vous, en tant que président et ancien sportif, comptez-vous lutter contre ce fléau qui touche le sport et notamment l'olympisme, et comment vous voulez sensibiliser les jeunes, parce que les jeunes qui seront à l'affiche des Jeux de 2024 sont encore en pré-formation, comme on dit, et donc je pense que c'est à l'époque-là qu'on les forme. Donc comment vous, en tant que sportif, vous comptez leur dire d'éviter le dopage, pas forcément aux sportifs, mais comment vous comptez aborder la question du dopage, notamment auprès des jeunes qui vont être les étoiles de demain? Ouais, c'est une excellente question. On parlait tout à l'heure d'exemplarité de ces Jeux, de sobriété budgétaire, de transparence. On a mis en place un certain nombre de processus aussi pour que les Jeux soient préservés de la corruption et qu'on ait les plus hauts standards de protection en termes de transparence financière. Et on aura un comité d'éthique, un comité de contrôle budgétaire aussi qui sera mis en place, et avec des gens extérieurs. Sur la question du dopage, c'est central, parce que là aussi, on sait que les Jeux pourraient être menacés quelque part s'il y avait des problèmes sur le sujet. À notre niveau, on a décidé de doubler le budget alloué à la lutte antidopage par rapport à ce qui se faisait sur les derniers comités d'organisation. Pour avoir une politique ambitieuse sur le sujet, on va flécher des moyens importants pour avoir à notre niveau, on ne sera pas les seuls, parce que là aussi, il y a plusieurs entités qui gèrent aujourd'hui la lutte antidopage. Il y a l'Agence mondiale antidopage, il y a les fédérations internationales qui sont censées contrôler leurs sportifs. On a les comités olympiques qui, dans leur pays, aussi ont une responsabilité. Mais nous, à notre niveau, on a doublé pour essayer d'avoir les moyens d'aller tester tous les sportifs qui participeront, et si possible en amont des Jeux. Voilà. Parce que l'objectif, c'est quand même d'avoir des sportifs qui, au moment des Jeux, soient irréprochables et soient exemplaires quelque part. Donc, comme vous le dites, je pense que c'est d'abord un sujet d'éducation. C'est l'un des sujets pour nous, notamment, que l'on adresse à travers cette semaine olympique et paralympique à l'école. J'étais hier dans une école en région parisienne. Dans les questions, on parle de dopage. On parle d'argent, on parle de dopage. Parce que ce sont des sujets clés. C'est important de l'aborder avec des sportifs de haut niveau qui vont dans les écoles et qui disent combien si un athlète est tenté de temps en temps de sortir de la ligne, sera rattrapé. Il sera rattrapé un jour ou l'autre. Donc on essaie d'être vraiment très strict. Je pense qu'il faut avoir une tolérance zéro sur le sujet, d'être très ferme, pour montrer qu'il n'y aura aucune place aux tricheurs pour ces Jeux de Paris 2024, et aussi de faire évoluer la recherche. Donc je sais que l'État aujourd'hui est en train de doter l'Agence française de lutte antidopage sur le sujet, pour continuer à ce que la France soit à la pointe en termes de technologie, avec un laboratoire qui soit plus efficace en 2024. Donc ça passe aussi par des investissements dans ce laboratoire, pour que la France ait vraiment les meilleurs outils pour lutter contre le dopage d'ici 2024. Voilà, le face au lecteur avec Tony Estanguet est terminé. On le remercie énormément. On remercie aussi les lecteurs d'être venus à sa rencontre. Merci beaucoup. C'était très agréable. Merci d'avoir préparé toutes ces questions. Et puis je compte sur vous. Bon courage à toi, Tony, pour vous impliquer dans ce projet. Merci.